François, je ne sais pas ce que vous avez retenu de cette introduction. Vous, chez Google, la donnée, vous ne la vendez pas pour l'instant, mais vous en retirez beaucoup et vous promettez beaucoup à vos clients. Comment vous positionnez-vous sur ces questions-là pour les entreprises que vous servez? Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Je crois que la donnée, avant tout, il y a un utilisateur au bout, un consommateur. Et je pense qu'avant de parler de RGPD, de protection des données et de ce qu'on peut faire tous ensemble sur la donnée, ça vaut la peine peut-être de parler du client final et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, en fait. Je pense qu'il y a déjà un petit phénomène qu'il faut bien rappeler, c'est qu'on a tous des smartphones et c'est 10 ans d'histoire de pénétration du smartphone avec aujourd'hui quasiment une pénétration, non pas à 100%, mais en tout cas assez proche. Et ce smartphone, on l'a tous vécu, on a basculer un certain nombre d'usages que l'on faisait avant sur sa télévision, éventuellement sur ses achats dans un magasin physique, vers le smartphone. Donc un déplacement d'usage. En fait, ce qu'on a constaté, nous, chez Google, c'est qu'il y avait, au-delà d'un déplacement des usages, aussi un changement de comportement. C'est-à-dire que 10 ans d'utilisation du smartphone nous a façonné et nous a conduit à changer nos comportements. Et nos comportements, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus curieux. On était amené simplement à chercher les informations sur Internet sur des produits électroniques, par exemple, parce qu'il y avait des spécificités techniques importantes. Aujourd'hui, on se met à chercher des informations sur des produits qu'on appelle un peu en anglais low consideration, c'est-à-dire le dentifrice. Quel est le meilleur dentifrice? On va taper ça sur Internet aujourd'hui. On ne le faisait pas il y a 4-5 ans. Et ça, c'est un changement de comportement majeur. On est plus curieux. Le deuxième phénomène, c'est aussi on est beaucoup plus impatient. Impatient, ça veut dire qu'on veut que l'information aille très très vite et on veut que l'information tout de suite, immédiatement. Et puis, on est plus exigeant aussi sur la qualité de l'information qui est fournie par les marques, les annonceurs et les différents prestataires. Pourquoi je fais cette mini-introduction? Simplement pour dire qu'on est avant tout tiré et drivé par l'évolution des consommateurs. La technologie, on la pousse, mais s'il n'y avait pas eu cette pénétration du mobile et ces changements de consommateurs et ces changements d'attente, on ne serait pas aujourd'hui à débattre de la donnée. C'est avant tout un marché où le consommateur nous demande de la donnée. Je vais donner un exemple très concret. En France, depuis les 3 dernières années, les requêtes qui progressent le plus, à 300% de croissance, ce sont les requêtes qui incorporent le mot « à côté de moi »,« à proximité ». Est-ce que le magasin est ouvert à côté de moi? Et je rajoute à chaque fois ces mots « près de moi »,« à côté de moi ». Aux États-Unis, ils sont un peu en avance, il y a à peu près 2 ans d'écart dans les tendances. Les gens ne tapent plus du tout les mots « à proximité » ou « à côté de moi ». Quand ils tapent sur un moteur de recherche, ils anticipent, ils intuitent qu'on va leur fournir l'information localisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils anticipent, ils intuitent qu'on va utiliser des données pour rendre un meilleur service. Voilà, donc c'est un petit préambule pour dire qu'aujourd'hui, fondamentalement, les consommateurs attendent de nous tous que l'on construise, qu'on développe des services qui prennent en compte des données pour être plus rapide, pour être plus pertinent dans la réponse que l'on fait, qui est du contenu, mais aussi du service. La livraison à domicile, on veut effectivement de la livraison immédiatement, et c'est aussi grâce à des données qu'on va pouvoir rendre ce service-là. C'est très intéressant. C'est en même temps une frontière ténue entre j'ai très envie du service, j'ai très envie d'être géolocalisé parce que j'ai besoin de quelque chose à proximité, mais j'ai pas du tout envie. Mais l'idée qu'à tout moment on sait où je suis me convient pas. Alors, et on peut le transposer dans beaucoup de cas. Ouais. C'est pareil pour mes achats. J'ai envie qu'on sache que j'achète certains produits. Tout à fait. Je me renseigne sur certains produits et peut-être pas sur d'autres. Donc comment on gère cette frontière compliquée qui fait que le consommateur, il est multiple et ses envies sont différentes? Alors, il y a trois points très importants par rapport à ça. C'est à partir du moment où je consomme ces services et je sais qu'ils sont produits, entre guillemets, grâce à de la donnée, le corollaire de tout ça, c'est effectivement qu'on puisse avoir une confiance absolue dans les services et dans les données que j'utilise. Donc, nous, concrètement, chez Google, on a un triptyque qui est d'abord, la donnée qui, à un moment donné, est partagée avec Google, elle reste uniquement chez Google, elle n'est jamais partagée avec un quelconque autre partenaire, et c'est un Chinese wall fondamental. Donc vous ne vendez pas les données? On ne les vend pas, on ne les partage pas. Il n'y a aucun acteur qui aujourd'hui a accès à une donnée individuelle d'un client Google. Le deuxième point, c'est, on va dire, la sécurité, donc avoir un investissement permanent
pour renforcer la sécurité, pour qu'il n'y ait pas d'action malhonnête pour aller récupérer, on va dire, cette donnée. Et le troisième point, le plus important, c'est le contrôle. Le contrôle, il est fait par chaque utilisateur. Vous avez aujourd'hui, il y a des millions d'utilisateurs dans le monde qui contrôlent leurs données partagées avec Google. Vous pouvez tous le faire. Il y a une action qui s'appelle Google My Account en anglais, ou Google Mon Compte. Si vous êtes sur un des services Google, que ce soit Gmail, Google Maps, etc., et que vous êtes connecté avec un login, vous avez un petit bouton sur la droite qui vous permet d'accéder à votre compte. D'ailleurs, vous avez de manière proactive très souvent reçu un message vous demandant d'aller voir ce compte. Et sur ce compte-là, vous avez accès à toute l'information que vous avez partagée avec Google. Et vous avez le pouvoir de changer, supprimer telle et telle information, ou de décider que quand je vais sur Google Maps, je ne veux pas que les données soient partagées. Donc un total contrôle par l'utilisateur de ces données. Donc sécurité, à l'abri confiance et non partage. Des mésaventures que peut avoir un Facebook aujourd'hui, par exemple. Pour vous, ça ne peut pas vous arriver, il n'y a aucun problème, on parie dessus Alors, la réponse, elle est simple, on ne va jamais dire jamais, parce que fondamentalement, les investissements et la politique et l'ADN de Google fait que ce type de phénomène n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera pas, parce qu'en fait, on est fondamentalement en mode Chinese Wall. On a parlé un petit peu, Michel a parlé un petit peu de la régulation, de la réglementation. Il y a une régulation qui plane au-dessus de tout et qui a mobilisé tous les acteurs de la donnée et qui va rentrer en vigueur le mois prochain, au mois de mai. Vous vous sentez comment par rapport à la RGPD? Moi, j'avais l'impression, jusqu'à présent, qu'il y a 3 mois, la presse américaine disait plutôt ils sont fous, ces Européens, ils sont en train de tuer le marché et le business, et que maintenant, ils se disent finalement, c'est intéressant, il va peut-être falloir qu'on s'y mette aussi. Est-ce que je caricature? Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas de qui vous parlez, mais en tout cas, chez nous, chez Google, en fait, on s'est préparé pour être en conformité avec la RGPD et on sera prêt au mois de mai pour être complètement compliant avec la RGPD. Donc, il n'y a pas de débat interne. Mais vous pensez que c'est une bonne chose, que c'est quelque chose qui peut restaurer Vous pensez que ça peut restaurer la confiance ou que c'est juste des contraintes en plus? Concrètement, de notre point de vue aujourd'hui, ça a été un investissement effectivement très significatif, mais qui est effectivement pour le bien. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a l'attente des clients d'avoir des services à valeur ajoutée grâce à la data, et il y a le besoin de maintenir en permanence la confiance. Si ce dispositif permet de renforcer la confiance pour l'utilisateur, on est évidemment complètement favorable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on sera complètement en conformité avec cette politique-là. Michel, sur ce point-là, vous, c'est quelque chose que vous voyez remonter de vos clients, des préoccupations par rapport à ça? Est-ce que les clients pour lesquels vous travaillez se réveillent parfois en se disant, au fait, on est bien compliant sur tout, au fait, on a bien réfléchi à ces questions-là? Alors, la réponse ne peut pas être homogène dans toutes les industries. Petite introduction sur qui était un peu en avance à adopter ou à se préparer au moins à la RGPD. Donc, à part de parler des GAFA qui ont vu ça venir très 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 tôt et qui sont les plus aussi impactés parce que la menace, c'est la pénalité de 4% d'un chiffre d'affaires mondial. Peut-être aussi, après les GAFA, c'est l'industrie des institutions financières. Personnellement, je viens d'une practice consulting dans le monde bancaire, paiement, et on a vu un peu que les banques se sont préparées assez vite parce qu'ils sont habitués à la réglementation. Ils sont soumis beaucoup à la réglementation, et d'ailleurs, la conformité leur coûte en général beaucoup plus que dans le monde du retail. La conformité leur coûte parfois jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires. Donc, en tout cas, ils sont rodés à des processus de pénalité, de conformité, d'audit, d'auditabilité. Et donc, même dans ce monde-là, dans le monde des institutions financières, nous voyons, avec beaucoup de nos clients, qui ne sont pas encore à 100% conformes, alors que la date approche. D'ailleurs, je dis ça, ce n'est pas pour encourager les autres à ne pas l'être, mais c'est pour dire que souvent, les institutions financières, les assureurs étaient parfois un peu en avance par rapport au monde du retail. Dans le monde du retail, pourtant, c'est lui qui est le plus concerné, dans le sens où on a parlé d'investissement, on a parlé de confiance, augmenter la confiance de nos consommateurs dans nos services, mais c'est aussi une occasion. Dans le monde du retail, c'est l'opportunité de pouvoir vraiment valoriser les données d'une façon légale. Donc, on a parlé un peu des forces, mais c'était un jeu, vous l'avez compris. L'idée, c'était de profiter de cette opportunité pour pouvoir vraiment exploiter les données d'une façon légale, soit par... GDPR, elle possède 7 principes. Elle possède 7 droits aussi. Ça fait 7 et 7. 7 droits pour les consommateurs et 7 droits, 7 obligations, 7 principes pour les entreprises. Parmi ces principes, c'est la minimisation des données.
Alors ça peut sembler un paradoxe. Comment je vais pouvoir exploiter des données, croiser des données, alors qu'on m'oblige à minimiser la quantité de données nécessaires par service? D'autant que tous les outils dont on nous parle aujourd'hui, d'intelligence artificielle, ils ne fonctionnent que parce qu'ils ont d'énormes masses de données et on attend qu'ils en fassent parler le plus possible. Tout à fait. Mais c'est exactement l'opportunité de trouver l'intérêt légitime d'un consommateur ou son consentement, et donc de pouvoir, d'une façon légale, avec un consentement ou avec une information, avec un intérêt légitime identifié, de pouvoir, dans ce cas-là, vraiment exploiter les données. Et d'où arriver au bout de la chaîne de la promesse, c'est exploiter pourquoi, comment faire ça d'une façon viable, rentable. Parce que n'oublions pas que, comme vous avez dit, RGPD, c'est un coût. Et donc, parfois, ça peut mener à arrêter certains services. Parce que les rendre conformes, parfois, c'est juste pas possible économiquement. Et donc, du coup, c'est vraiment, il faut se poser, il faut prendre l'opportunité d'une mise en conformité RGPD pour repenser aussi peut-être la gouvernance de la donnée et pour repenser la valeur de la donnée dans nos services. Est-ce qu'il va falloir s'adresser au client pour lui dire, alors Google le fait déjà, vous le disiez, vous êtes même assez proactif, on reçoit quand on est abonné Gmail, on a reçu ces derniers mois des mises à jour, des affaires. Mais est-ce qu'il va falloir qu'un Decathlon, un Sephora envoie, ou les Échos, parce qu'on a aussi cette problématique-là pour la presse, on a des abonnés et on les sert, des mails très précis disant voilà ce qu'on fait de vos données, voilà pourquoi, voilà à quoi ça vous sert et voilà les garanties qu'on vous propose. Est-ce que c'est quelque chose hors de certains acteurs qui l'ont déjà fait, tous les acteurs vont devoir faire? Il ne faut pas toujours avoir peur de « ah, je dois tout faire, je dois changer tout chez moi ». Non, mais est-ce que c'est une approche tout qui va dépend être du demandée risque. Pour avoir la confiance dont on parlait tout à l'heure? Dépendra du risque. Donc c'est un travail à faire d'abord en interne, d'évaluer le risque, de cartographier ces données, d'identifier les données à caractère personnel, d'identifier la finalité, pourquoi on les collecte, et de se préparer sur la rétention. On retient ces données pour combien de temps, pour quelle finalité, pour quoi faire. Et donc parfois, il n'est pas nécessaire d'aller bombarder chacun de nos consommateurs par des emails. Il suffit parfois, dans certains process, d'informer, de mettre à disposition une information, de clarifier lors d'une transaction ou lors d'une opération en ligne. Donc tout dépendra vraiment du service qu'il y a derrière, du process qu'il y a derrière et surtout du risque qu'il y a derrière sur la donnée. C'est une réponse un peu simple, mais le clé de voûte, c'est toujours la risque de l'exposition de la donnée à caractère personnel de nos consommateurs. Je vais donner la parole à Jean-Bernard Della Chiesa, parce que ces histoires de données ne concernent pas que, vous avez le choix entre les micros, ne concernent pas que les géants du web ou les géants du retail, ça concerne aussi des startups. Pour commencer, on va nous dire ce qu'est Scrambled et d'où elle vient. Bonjour. Alors Scramble, en fait, si on devait résumer très rapidement, c'est le cabinet d'innovation du groupe Etam. D'accord. Mais en c'est soi, une start-up et un grand groupe. Exactement. Sauf qu'en soi, c'est pas 100% le groupe Etam. D'accord. J'ai été un ex-salarié, un ex-entrepreneur, et pour une histoire personnelle, ex-salarié pendant 1 an du groupe Etam, donc dans la direction digitale de Diz et d'innovation. Et j'ai quitté ce groupe pour faire une société d'innovation, donc une start-up d'innovation. Et le groupe, quand ils m'ont vu partir, m'ont dit écoute, extraordinaire, pars. Mais faisons une joint venture tous les deux, faisons aussi quelque chose ensemble et profitons ça pour vraiment changer les choses au groupe et avec une vision externe pour se dire, pour ne pas s'interdire de faire en sorte que finalement, si on trouve quelque chose de bien pour le groupe, peut-être que c'est bien pour le retail et on pourrait aussi en faire autre chose que juste une exploitation directe. Donc, nous, on est dans la thème, c'est sortir de l'expérimentation. Vous avez commencé par expérimenter. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Quels sont les produits que propose ce laboratoire d'innovation? Alors, plusieurs. Déjà, je vais juste revenir, on a parlé des projets qui duraient 6 mois, très souvent. Et effectivement, il y a beaucoup de projets comme ça, et pour une raison simple, c'est que très souvent, au départ, la data est vue comme, j'appelle ça la data spectacle. C'est-à-dire qu'on va faire plein de choses sur la data, on va présenter ça aux gens, et à la rigueur, la remarque que vous allez avoir, c'est très intéressant, et j'aurais pas cru. Alors très souvent, vous sortez, vous avez une réunion, j'aurais pas cru, tiens. Mais en fait, vous n'en faites rien, ça vous apporte rien. C'est intéressant comme vous regardez une M6, Capital sur M6, et vous dites, super, j'ai passé un bon moment de divertissement, mais dans les faits, j'en fais rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la question de se poser à l'avance, se dire, quelle que soit la réponse de ce que je trouve, qu'est-ce que j'en ferai comme décision? En quoi, quelle que soit la réponse que va me donner la data, ça va me permettre d'avoir une action concrète derrière dans mon pilotage de mon activité. Et dans 90% des cas, vous n'avez rien. C'est-à-dire les gens vont vous dire, tiens, mais vous allez avoir une question de vous dire, quel est l'âge, par exemple, de mes clients? Alors, comme ça peut vous paraître évident, hein, mais très souvent, puis vous allez dire, tiens, mais aujourd'hui, t'en fais quoi de cette donnée-là? Typiquement, même si je te la donne, t'en feras quoi? Et tant que vous n'avez pas répondu à cette question, à la rigueur, ne cherchez même pas ce que c'est. Parce que ça ne sert à rien.
Le deuxième point, c'est on parle beaucoup de tout ce qui est la data, la réaction des gens par rapport à la data. Alors c'est très étonnant parce que j'étais, comme beaucoup, j'imagine ici au CES cette année, et c'était vraiment aux États-Unis, c'est malgré tout le gros sujet du moment parce que les perspectives sont tellement énormes avec la data que finalement vous dites, ben, si jamais derrière on met un verrou de privacy, tout s'effondre. Et tout s'effondre pour déjà beaucoup de startups aujourd'hui. Hein, des choses s'effondrent, à parler de coupure de fonctionnalité. Donc c'est le vrai sujet. Et il y avait notamment, je me rappelle, une grande conférence de Ford qui disait, ben voilà, tout ce qu'on pourra faire, sauf si vous coupez tout. Et disait, mais à tel point que ça fait peur qu'on pourrait même se dire, ça pourrait être, on commence à présenter ça comme une forme de citoyenneté, de protéger, de donner cette data, parce que ça peut aider les États. Et ça peut être étonnant hein, de se dire, un nouvel acte citoyen, ça va être de donner sa data. Mais bon, donc les gens étaient là un peu choqués, en train de se dire, je sors, et il y a un stand d'une société qui travaille sur l'ADN et qui dit on a trouvé en fait le marqueur des gènes. Alors c'était assez drôle, hein, il y a plein de sociétés d'ADN aux États-Unis sur est-ce que vous aurez telle ou telle maladie demain. Et c'était de façon assez économique on a trouvé les gènes pour savoir si vous serez ou pas, si vous avez talent pour travailler dans le football américain, pour être arbitre, plutôt receveur, majorette, entraîneur, tout. Et il vous propose un test gratuit. D'accord ? Pour avoir le résultat, de savoir quel est le poste qui vous convient le mieux. Je n'ai jamais vu une file d'attente aussi longue au CES. Et il s'agissait juste de donner de façon tout à fait officielle, avec son nom, son ADN. Alors, je ne sais pas si vous imaginez s'il y a une data plus précieuse que l'ADN, et c'était les mêmes personnes qui, 2 secondes avant, étaient en train de se dire ah, peut-être qu'on va savoir où j'étais il y a 5 minutes. Vous voyez, donc, à un moment donné, on se retrouve aussi avec un côté un peu schizophrène de notre part, c'est qu'on est prêt à tout donner derrière, et en même temps, dès qu'on nous montre un peu, on dit ah, mais non, surtout pas. Donc, il faut quand même faire attention. Je pense que c'est beaucoup, grosse partie de communication et un effet de balancier énorme. Maintenant, sur la data, sur quoi on travaille ? Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs choses. On travaille, alors comme tout le monde a travaillé pendant longtemps sur l'aval. C'est-à-dire se dire, effectivement, qu'est-ce que je peux faire de ce que je vais apprendre des gens ? Les achats complémentaires, est-ce qu'il faut les cibler par des publicités ? Est-ce qu'il faut, à quel moment exactement, il faut que je lui fasse la proposition ? Et là, effectivement, vous allez avoir un usage très énorme de la data. Parce que vous avez besoin, en fait, d'une précision très, très forte. Et c'est là que vous donnez le sentiment aux gens que vous épiez finalement leur mouvement. Vous étudiez tous les aspects de leur personnalité pour finalement savoir un truc assez simple ou assez basique. En fait, vous essayez de tout savoir pour savoir, en fait, c'est toujours le Graal qu'on cherche aussi, mais à quel moment, en fait, je devrais anticiper le fait que quelqu'un va avoir un besoin pour le proposer tout de suite et que ça devienne évident et qu'il l'achète chez moi avant même qu'il la recherché ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'assistance. Et c'est ça qui génère énormément de problèmes, beaucoup de besoins de data, une data très très privée et peut-être potentiellement, effectivement, toutes les affaires Facebook et compagnie. Mais derrière, on a fait autre chose, à un moment de se dire, mais finalement, quel est le gain de tout ça ? Le gain de tout ça, il peut être très très fort, mais finalement, pour des moyens immenses. Ça, c'est vous permettre de vendre des bons produits. Et à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les choses dès le début ? Et leur demander ce qu'ils veulent. Et donc se dire, mais avant de chercher à bien vendre un produit qui se vend très très bien et à essayer de vendre un produit qui était mauvais, où seule la démarque en général vous aidera, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà se poser sur la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait comme offre ? Parce qu'un retailer, il cherche à vendre, mais la première chose qu'il fait avant de vendre, c'est d'acheter. Et donc, pour ça, pour acheter le bon produit, c'est toujours un énorme pari. Et aujourd'hui, pour faire ça, c'est étonnant parce que pour faire ça, il y a très, 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 très peu d'outils. C'est-à-dire, il y a très peu d'outils aujourd'hui qui vont vous aider effectivement à vous dire, tiens, après toi l'acheteur, quand vous avez un dialogue styliste-acheteur, c'est ce produit-là demain qu'il faudra mettre en vente, et donc ce produit-là qu'il faut acheter beaucoup. Et c'est sur ce point qu'on a créé un outil assez fort où effectivement on s'est basé sur le fait de me poser directement la question aux gens. Alors bien entendu que si vous posez la question juste aux gens, vous m'avez présenté ça comme un Tinder, j'aime beaucoup l'expression, comme un Tinder des produits. Eh bien exactement, le client, le prospect, parce que ce n'est pas forcément un client, hein, si c'est pour un manager, lui voit ça comme un Tinder des produits. Et la seule chose qu'il voit, c'est finalement, on finit par lui demander son avis. Les gens adorent qu'on leur demande leur avis. Mais ils savent qu'on leur demande dès le départ, ça fait partie du deal. C'est très difficile de dire qu'est-ce que vous pensez de ce produit et que la personne me dise, je n'avais pas compris, vous me demandiez si je pensais du bien ou du mal de ce produit. Et donc, on lui pose la question, comme un Tinder, effectivement, il a 3 réponses. Alors, si vous faites ça, juste ça, je peux vous dire que vous allez arriver dans un genre de ventre mou de la data, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens à peu près à 60% vont dire oui, 40% non, et des fois, ça va s'inverser. Et c'est là que c'est important, et c'est là qu'on a dû énormément travailler, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est dessus, pour en fait extraire vraiment ce que pensent les gens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils aiment beaucoup un produit ?
ok, mais est-ce qu'ils l'achèteront? Ou est-ce que juste, ils le trouvent extraordinaire? Ça, c'est le produit image. Par exemple, vous avez à l'avoir, je vais parler de concurrents, hein, même si du coup, ce n'est pas directement pour nous, Nike, qui va sortir une basket extraordinaire avec des ailes dorées, des strass et tout. Puis vous avez les gens qui vont dire, waouh, je kiffe cette basket, franchement, j'adorerais la porter, mais je ne l'achèterai pas. Parce que là, c'est peut-être un peu trop. Mais tout le monde va vous dire qu'il l'aime. Puis vous allez avoir la basket tendance du moment, où là, tout le monde va aussi vous dire qu'il l'aime, mais ils vont l'acheter. Puis vous allez avoir le produit plus basique, où là, dans les faits, tout le monde ici va vous dire qu'il l'aime, beaucoup vont l'acheter, mais ce n'est pas la peine d'en parler parce que personne ne va trouver ça incroyable. C'est-à-dire, typiquement, le t-shirt noir. Est-ce que vous aimez? Oui, mais qui n'aime pas un t-shirt noir? Eh bien, de tout ça, pour extraire et se positionner là-dessus, il faut analyser beaucoup de choses. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous allez dépioter la vie des gens, et puis vous allez vous dire, voilà, ces gens-là, finalement, ils vont dans tel concert, et puis soit vous allez analyser des signaux faibles qui peuvent malgré tout rester anonymes. Et ça, je pense qu'on n'exploite pas assez les signaux qui sont donnés. Je veux dire qu'il n'y a pas dans longtemps, finalement, tout ce qu'on fait, c'est essayer de faire des vendeurs finalement virtuels. Pendant longtemps, quand vous aviez quelqu'un qui rentrait dans un point de vente, un bon vendeur, en 2 secondes, il vous disait à peu près, il savait catégoriser le client. Il savait exactement, il suffit qu'il regarde qu'est-ce qu'il portait, quel jour de la semaine on était, quelle heure il était. Je peux vous dire que quelqu'un qui débarque dans un magasin à 9 h du matin chez Decathlon, ça ne doit pas être la même personne qui débarque à 22 h. Et il n'y a pas besoin d'avoir un algo d'intelligence artificielle incroyable pour remarquer, pour faire cette simple constatation. Donc c'est tous ces éléments qu'on analyse. La façon aussi de se dire, tiens, quelqu'un me dit qu'il adore un produit, parce qu'il peut dire, enfin ceux qui ne connaissent pas Tinder, on peut dire j'aime, j'aime pas, ou j'adore vraiment incroyablement. Quelqu'un qui a passé 5 secondes à regarder le produit, qui vous dit waouh, je l'adore. Vous allez peut-être douter sur la pertinence de sa réponse. Quelqu'un qui, par contre, va à l'inverse regarder aussi pendant 5 secondes ce produit et va dire ah ben non, mais j'aime pas du tout. Vous allez vous dire, c'est quand même long. Vous voyez, il y a plein de signaux comme ça, vous pouvez analyser. Quelqu'un, il y a le device qu'il utilise, est-ce que son OS est à jour? Enfin, il y a plein d'éléments et vous n'avez pas besoin d'aller dans la précision. Et comment vous les incitez à le faire? Parce que moi, je n'ai pas spécialement envie, j'ai pas le temps d'abord, et puis j'ai pas spécialement envie de passer ma journée à donner des avis sur des t-shirts noirs ou des baskets dorées. Déjà, c'est pas votre journée, hein, heureusement, c'est très très rapide. Je peux vous dire, les gens, en fait, au bout de 10 réponses, vous sentez, en fait, on le voit aussi dans la data, hein, qu'il y a une fatigue. Donc mais là, ça passe par une appli, ça passe par ça passe par, un jeu, ça passe par n'importe quoi. Vous pouvez mettre ça dans une newsletter, vous pouvez mettre ça dans une publicité si jamais vous souhaitez cibler des gens. Alors, de la même façon, on n'aura pas la data, mais on va l'acheter à des gens qui l'ont pour nous, pour qui on l'utilise. Hein. Souvent, on dit je ne vais pas vendre votre data. Mais dans les faits, je ne vais pas vendre votre data, mais je vais vendre l'usage que j'en fais. Hein, quand même. Donc, je vais demander en fait, à des acteurs tiers de cibler des gens qui correspondent à ma target, cibler des marchés. Votre voisin de... Ça peut être mon voisin, alors après, ça, charge à faire, mais vous pouvez très bien cibler un marché, par exemple, de dire, je connais très bien le marché français, mais je ne connais pas du tout la réaction du marché mexicain, par exemple, à mes produits. Et je peux vous dire que c'est très différent. Donc vous allez demander ça, vous allez demander peut-être une cible de personnes, vous allez demander effectivement des fans, des gens qui sont fans. Vous allez dire, moi je ne veux pas savoir qui est fan de ça, par contre, transmettez cette enquête à ces gens-là. Vous voyez? Donc vous pouvez derrière, effectivement, utiliser finalement beaucoup d'informations, retraiter beaucoup d'informations, avoir des gens qui vont répondre, parce qu'il y a toujours des gens qui répondent, sans pour autant rentrer très, 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 très loin dans la vie privée des gens. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que c'est ça aussi un apprentissage qu'il va faire, c'est de se dire, il y a plein de data, plein de façons d'exploiter la data qui permettent d'avoir une vraie pertinence sans pour autant aller voir comme dans l'intimité des gens. En fait. Et cette information-là, vous la redonnez à vos clients? Comment ça fonctionne? Vos clients, d'abord, ce n'est pas que le groupe Etam qui l'utilise? Non. Aujourd'hui, non. Vous êtes une spin-off, mais aujourd'hui, qui utilise ça, cet outil-là? Aujourd'hui, on travaille avec des sociétés du retail qui se posent des questions. Très simplement, là, j'étais encore il y a une semaine avec 2 marques de retail. D'accord. Une qui sont que je ne citerai pas, mais une, en tout cas, de maillot de bain, vraiment, on va dire presque proche de la start-up. Et la question était de savoir, très simplement, est-ce que ça vaudrait la peine de faire une collaboration avec eux? Est-ce que vous pouvez me dire si mes clients trouvent ces produits à un autre prix intéressant? Ça a été très simple, en 24 heures, on a la réponse. Vous avez questionné combien de personnes sur cette espèce de gigantesque focus group numérique? Ça, il faut à peu près, pour vraiment être sûr, on est dans les 600 réponses, 600 personnes. D'accord. 600 personnes, il faut savoir que ça a été... c'est rien du tout. Hein. C'est 3 heures de questionnaire. Je crois que c'était 30 € de médias pour transmettre ces publicités aux gens. Enfin, c'était vraiment rien. Michel Casacca, ces nouveaux outils, ces nouvelles façons d'interroger les consommateurs, vous en pensez quoi?
Sur l'interrogation, sur la satisfaction des consommateurs, c'est une démarche qui est juste par définition en général conforme à la RGPD parce qu'il n'y a pas forcément des données personnelles qui sont exposées dans un questionnaire. C'est plutôt souvent le client qui a fait un acte d'achat et donc c'est une suite à un acte d'achat. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux sur la partie RGPD, sauf que la réponse doit être elle-même protégée et donc ça veut dire quoi? Elle ne doit pas être exposée, elle ne doit pas être divulguée, elle ne doit pas être détenue pendant une durée trop longue. Et il faut donner aussi le droit au consommateur d'aller accéder à cette donnée, de pouvoir la supprimer si on n'a plus besoin de la garder contractuellement. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la monétisation. Vous citiez dans votre intervention au début, je crois que c'est le cas d'Europe Assistance, où on peut aussi de la donnée créer des business et des flux de monétisation. Est-ce que vous pouvez détailler cet exemple-là parce qu'il était assez... Alors, je souhaite donner 2 exemples, dont celui-là. D'abord, pour faire un petit commentaire sur les 10% qui arrivent à dépasser les 6 mois. Donc, je donne un exemple sur une révolution technologique, et c'est vrai aussi dans les autres. Vous avez tous entendu parler de blockchain, vous avez tous entendu parler des crypto-monnaies. Les projets blockchain en 2016, et je ne vous parle pas en 2017 ni en 2018, il y en a beaucoup plus. Il y a eu en 2016 seulement 25 000 projets blockchain au monde. Sur ces 25 000, il y a eu effectivement moins de 10% qui ont survécu les 6 mois. Et pourquoi? Et donc là, je souhaite donner 2 illustrations. Une avec blockchain, une sans blockchain, pour dire comment on arrive vraiment à exploiter une donnée jusqu'à la monétiser. Et donc, sans rester dans quelque chose qui est soit intéressant, entertainment, je fais du buzz autour du blockchain ou du machine learning. Non, 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 là j'ai conçu quelque chose, c'est peut-être un minimum viable product, mais qui est en production et qui est rentable pour moi. Alors 2 exemples. Le premier, c'est la monétisation des données, donc c'est au-delà de la collecte, du minage, du raffinage, de la valorisation, c'est carrément pouvoir les vendre. Et donc, une institution financière, c'est dans le monde de l'assistance, c'est un des leaders de l'assistance au monde, depuis 29 pays, pour des besoins B2B, business avec ses fournisseurs de services, tels que des constructeurs automobiles, tels que Visa et Mastercard. Donc lui, c'est l'assisteur de ces entreprises-là. Lorsque votre véhicule neuf tombe en panne, vous appelez votre concessionnaire, et c'est cette entreprise qui répond au téléphone au nom du concessionnaire. Donc elle a besoin d'accéder à des données qui sont parfois même des données santé, ou surtout des données en tout cas de géolocalisation, de qui était dans le véhicule, de type de panne, quel type d'assistance vous en avez besoin. Et pareil pour les paiements par carte. Lorsque vous appelez sur le numéro de votre carte bancaire, c'est eux qui répondent. Et donc ces entreprises-là, ils avaient des systèmes fragmentés dans des dizaines de pays au monde. Donc ils nous ont demandé de les accompagner dans 29 pays pour pas tout changer, mais pour pouvoir valoriser la donnée en temps réel, de pouvoir la récupérer en temps réel de tous les systèmes, de pouvoir la contrôler, faire un feedback en temps réel au pays, sans trop changer les systèmes existants qui sont fragmentés, qui ne sont pas homogènes, et de pouvoir agréger ces données, ou parfois non, la laisser d'une façon unitaire, et l'envoyer en temps réel à leurs clients B2B. Le constructeur automobile, par exemple. Parce que lui, il doit agir sur cette donnée en temps réel. C'est un véhicule neuf qui est encore en construction, qui est encore dans la chaîne de fabrication. Donc il faut peut-être agir là-bas pour éviter que le problème ne se répète. Il y a aussi la relation avec le client qui doit assurer. Et donc sur ce genre de projet, qui a duré sur celui-là un peu moins d'1 an, nous avons pu justement donc faire cette transformation en créant un référentiel commun, sans changer beaucoup les systèmes qui sont sur place, en faisant des contrôles en temps réel, en transformant la donnée, en la vendant. Et donc la donnée coûterait, ça peut aller de quelques centimes à quelques euros, la donnée unitaire. Et là, elle est unitaire et elle reste conforme à RGPD parce que c'est contractuel. Donc il y a la licéité, elle est là, l'intérêt légitime, il est là. Donc ça, c'est un exemple sur la vraie monétisation d'une donnée et qui dépasse les 6 mois de minimum viable product. Et là, il n'y a pas eu besoin de la blockchain. Là, non. Là, c'était un peu avant, d'ailleurs, la blockchain. Enfin, avant, c'était en 2016, mais c'est avant de dire on va tout faire sur blockchain. Un autre exemple dans le monde du retail avec de la blockchain, c'est un exemple sur la fidélité. Donc, nous venons du monde des paiements et de la fidélité. Et dans ce monde-là, on peut se dire est-ce qu'il y a un cas d'usage pour les retailers pour se partager ou pour échanger les points de fidélité entre eux. Est-ce que c'est légitime pour les clients? Est-ce que ça intéresse les clients, les consommateurs? Est-ce que ça intéresse les commerçants? Est-ce que ça intéresse le commerçant qui vend des points de fidélité? On peut souvent dire qu'un point de fidélité, c'est une dette pour une entreprise. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'acheter un client? Très probablement, ça dépend. Et donc, du coup, il y a eu un vrai business model qui a été étudié autour de tout ça. Et la construction d'une plateforme d'échange de points de fidélité, elle aurait pu se faire sans blockchain, mais la blockchain, elle se prête bien à ce jeu, par défaut,
par conception, elle était prête pour ça. Un échange entre des partenaires qui ne se font pas tout le temps confiance. Voilà. Et donc, du coup, c'est un autre moyen de valoriser les données. Et celui-là, il est sorti des 6 mois aussi, ou il est encore en Celui-là, il a terminé la première phase, et la phase 2 nécessite des pilotes, donc d'avoir plus de commerçants. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé déjà par cette idée-là, n'hésitez pas à nous en parler après.